bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver au Grand Palais pour une édition magnifique et réouverture du Grand Palais depuis le 19 avec un vernissage magnifique 19 février. Nous sommes là jusqu'à samedi 22 février 2025. Aujourd'hui, une conférence, une table ronde et je suis très heureux de pouvoir recevoir Monsieur Emmanuel Grégoire, député de Paris, Commission culturelle et éducation de l'Assemblée, avec Monsieur Bruno Madeleine, président du Art Capital et aussi des artistes français, et avec Myriam Annonay. Voilà, on ne l'avait pas fait. C'est ça le direct, Myriam. Myriam Annonay qui a investi avec Institut sous le bonheur justement de Bruno. Je laisse la suite avec Laurent pour continuer cette conférence. Laurent Maillet, merci beaucoup. Je te laisse allumer le... Il est allumé. Il est allumé. Merci beaucoup, Laurent. À tout de suite. Laurent Mayer, mais c'est pas grave. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on est heureux d'avoir organisé cette conférence avec Emmanuel, qui est effectivement député aujourd'hui, mais aussi, il faut le savoir, candidat à la mairie de Paris, hein, à la succession de Madame Hidalgo en 2026. Et on est venu aujourd'hui pour parler d'art, faire cette petite table ronde avec deux experts. Et moi, je vais juste introduire rapidement et après, je m'effacerai pour laisser la parole à Emmanuel et à nos deux intervieweurs. L'idée, c'est de passer une petite heure ensemble. On a fait un petit tour du salon déjà. Emmanuel, pour commencer, j'aurais voulu juste une première question qui était que tu nous expliques rapidement ton rapport, ta relation, toi, personnelle avec l'art. D'abord, ravi d'être avec vous sur ce très beau salon, très intéressant parce qu'il offre une diversité d'œuvres exceptionnelles, mais je laisserai le président en dire quelques mots, j'en suis sûr, dans un instant. Ma relation à la culture, elle est deux éléments. D'abord, elle est personnelle, historique. J'ai eu la chance de grandir dans une famille ouverte à la culture, dans la très, très grande diversité de ce que cela recouvre, dans évidemment une culture d'abord littéraire, une culture d'art. Il se trouve que j'ai habité longtemps en région parisienne et donc j'ai pu bénéficier de l'accès à l'incroyable densité culturelle. Et après, j'habite à la campagne et c'est un abord de la culture beaucoup plus introspectif et personnel par définition, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Et moi, je suis très attaché à la culture, notamment dans son deuxième volet, qui est ma deuxième casquette et mon deuxième relation à la culture. C'est évidemment sa dimension citoyenne, institutionnelle, peut-être en soulignant que l'un des grands dangers d'ailleurs des politiques qui parlent de la culture, c'est qu'ils ont souvent une approche au sujet qui est institutionnelle. Or, je crois que la culture, c'est d'abord une expérience intime. Quand je dis intime, elle peut être collective, mais c'est une expérience personnelle avant d'être des institutions, des grands salons, etc. Et donc très soucieux, pour finir, du sujet de la place de la culture dans l'éducation, dans l'émancipation, dans la citoyenneté, dans la créativité, dans la liberté. Et je pense le rôle de la culture dans l'histoire et je lui accorde beaucoup d'importance pour la suite. Merci. Ben voilà, tu as déjà commencé à répondre à un certain nombre de sujets qui vont être abordés par la suite. Et la dernière question avant de passer la parole à Bruno, c'était pourquoi as-tu accepté de participer à cette table ronde ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un très grand événement culturel de Paris qui retourne après les JO et la longue rénovation du Grand Palais en ce lieu merveilleux, agrandi de fait, parce que je ne savais pas, mais même les coursives sont aujourd'hui utilisées. Et puis parce que c'est un lieu d'émergence, c'est un lieu de découverte moins institutionnel pour le coup, je le dirais. Et ça me tenait à cœur de venir soutenir cet événement qui est évidemment très important pour la vie culturelle parisienne. Merci Emmanuel. Bruno, c'est à toi. Merci, nous sommes très honorés de votre présence. Art Capital, c'est la réunion de 4 salons historiques qui se sont réunis en 2006 sous l'instigation du ministre de la Culture de l'époque, M. Donnedieu de Vabre, afin de pouvoir utiliser ce lieu emblématique qui a été créé en 1900 pour l'art. Et donc c'est notre place. C'est une organisation associative, organisée et mise en place par des bénévoles pour que les artistes puissent être en contact direct avec leur public, pour que les artistes puissent se rencontrer les uns les autres et puissent donner la vitrine
à tous les gens de la profession, galéristes, amateurs et collectionneurs. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer un peu le contexte et pour introduire un peu ma première question. L'art doit-il obligatoirement être commercial, financier? La réponse évidente, c'est qu'évidemment non, et qu'il ne doit surtout pas prêcher par naïveté en disant que la commercialisation n'a pas sa place dans l'art, mais heureusement que ce n'est pas le cœur du sujet et que ça doit rester quand même un environnement marginal. Je le dis parce que ce salon a cette exception, vous en avez rappelé l'organisation, par rapport à d'autres événements tout aussi respectables, mais dans lequel évidemment la question financière, parfois même un peu spéculative au sens artistique et financier du concept, a pris une place importante. La culture, c'est tout sauf la marchandisation et la financiarisation. Ça n'empêche pas qu'il faut que les artistes mangent et qu'il faut des financements pour soutenir la création, soutenir sa diversité, soutenir sa liberté, soutenir les institutions qui en sont les lieux de vitrine et d'accueil. Mais évidemment que la culture, comme tant d'autres sujets de nos sociétés, doit parfois se protéger un peu des excès de sa financiarisation, on va dire comme ça. Alors, moi, la prochaine question. Donc, quelles sont vos idées pour démocratiser l'art pour tous et partout? Alors, c'est un champ évidemment très large d'action publique et je ne pourrais pas être exhaustif dans une réponse courte, mais je veux au moins le centrer sur mes sujets de préoccupation et 2-3 pistes pour le résoudre. C'est un débat d'ailleurs aussi vieux que le monde. D'abord, avoir l'humilité de reconnaître que l'appétence à l'art est souvent stimulée par celle que nous ont transmis nos parents. Et la part déterminante du déterminisme social dans la simple relation qu'on peut avoir à la culture au lieu où on peut la découvrir, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, dans la sculpture, ou dans même les pratiques artistiques amateurs. Et donc, d'une certaine manière, la question clé que moi je me pose, c'est quels sont les leviers d'action publique pour permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens, entre guillemets, par leur milieu social, d'accéder au moins à la découverte de l'art. C'est le rôle de l'école, il est central, je vais y revenir, parce que c'est là que j'y mettrai sans doute le plus d'énergie, mais c'est le lieu de tous les écosystèmes. Et dans les écosystèmes artistiques, culturels, il y a des lieux ultra privilégiés. Et il faut l'avoir en tête, c'est d'abord les lieux urbains, parce que la densité fait que l'accès est facilité. Et moi, je suis en Seine-Saint-Denis et étant petit et d'un milieu modeste, on va dire, j'avais accès en quelques dizaines de minutes de métro à toutes les richesses qu'offre Paris. Et je veux insister là-dessus, Paris, c'est une densité culturelle unique au monde, mais de loin, de loin, de loin. Alors, par ses institutions culturelles les plus prestigieuses, mais aussi en réalité par des ramifications culturelles dans le Grand Paris exceptionnelles, de pratiques amateurs, de réseaux associatifs, de pratiques individuelles, parfois dans des clubs, parfois tout seul, etc. C'est une irrigation qui est exceptionnelle. Et le sujet, c'est comment on y amène des publics un peu éloignés. D'abord, il y a à Paris et dans bien d'autres villes du Grand Paris des lieux ou des acteurs qui jouent ce rôle de médiation. Et moi, je crois beaucoup à la médiation dans la rue, la médiation dans les lieux atypiques de découverte, qui sont quand même une première entrée dans l'art intéressante. Et je veux finir, pour pas être trop long, sur le rôle cardinal que j'accorde à l'école là-dessus. Il y a des parents qui sont parfois un peu, ou des adultes qui sont parfois un peu éloignés de l'art ou de la culture telle qu'on en a des canons. D'abord, parfois, relativiser la hiérarchie des canons que nous avons nous-mêmes dans le regard qu'on porte sur les pratiques artistiques et culturelles. Parfois, l'art surgit de lieux totalement insoupçonnés, voilà, et ça fait aussi partie de la richesse. Et le jour où on perd ça, on perd l'essentiel de la créativité de demain. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'école soit un lieu d'incubation et de découverte. On n'amènera pas toutes les générations à se passionner pour la culture et à se détourner d'autres formes d'occupation. Mais je veux qu'on ne rate pas une occasion
de sensibiliser le jeune public à ça. Donc moi, je souhaite renforcer la place de l'art à l'école avec notamment un programme que j'ai proposé qui s'appelle Un mois, une découverte, autour de l'obligation de participer à des programmes artistiques, que ce soit dans le théâtre public et privé, parce qu'à Paris, on a une richesse exceptionnelle, Paris, c'est Grand Paris, hein, tout ça. Évidemment, dans le spectacle vivant en général, le cinéma, la question des musées, la question des coulisses aussi, de l'économie du sport, de l'économie de la culture, etc. Et peut-être le dernier sujet que je trouve intéressant, c'est celui autour des pratiques artistiques amateurs. Comment on crée des ponts dans des univers qui sont parfois encore un peu cloisonnés. Bref, comment on amène des gamins qui sont très engagés dans le sport à découvrir aussi la culture. Et en gros, essayer de trouver les leviers d'engagement de ces jeunes et le levier de passion de ces jeunes pour les amener à la culture. Enfin, je pense qu'on peut faire des choses merveilleuses plutôt efficacement. Et j'oublie pas, même si c'est pas mon sujet, qu'il y a des inégalités territoriales très fortes et qu'il faudra aussi que les grandes institutions parisiennes se préoccupent de l'accès à la culture dans des territoires plus reculés. Ce sont des navires amiraux qui en ont les moyens pour se projeter beaucoup plus partout dans les territoires français. Tu as très largement suscité Oui, parce que la question suivante, ta passion. je vais quand même la formuler, mais quels sont les moyens politiques pour aider les artistes et les associations engagées pour l'art? Et surtout les associations engagées pour l'art, c'est-à-dire Mais- nous. Oui, mais non, mais je vais compléter techniquement. Les moyens, c'est d'abord de l'argent public. Il faut de l'argent, c'est-à-dire que le levier, vous les connaissez, ça peut parfois passer par des subventions, des appels à projets, de la gestion déléguée, hein, des délégations de services publics, etc. Le deuxième levier, et incidemment, il passe toujours par des sujets de financement, ce sont les institutions culturelles ou les équipements culturels, dans lequel se déploie une très grande originalité de lieux, dans lequel je mets les musées, les navires amiraux, je les appelle comme ça, mais évidemment les musées, des formes un peu plus innovantes qui ne sont pas tout à fait des musées, mais qui sont des lieux de créativité exceptionnels. Je donne l'exemple du Sanka, de la Gaîté Lyrique, pour prendre des exemples parisiens. Je crois beaucoup au tiers-lieu, dans lequel il y a aujourd'hui un moyen, entre guillemets, de valoriser des politiques culturelles innovantes, beaucoup plus agiles, parce qu'elles sont toutes géniales, sans doute non, mais c'est pas moi d'en juger d'abord, mais en tout cas, ce sont des lieux de créativité dans lesquels on teste des choses. Je crois beaucoup à la mise à... C'est pour rappeler qu'on peut faire aussi des choses qui ne relèvent pas du financement, mais la mise à disposition de lieux, la mise à disposition de l'espace public, la question de la mutualisation des lieux et comment la culture a sa place, ou l'expression artistique, pour le dire différemment, a sa place dans une bibliothèque, dans un gymnase, dans des lieux qui peut-être ne sont pas structurellement pensés pour au départ. Il y a le sujet du financement, évidemment, des associations de proximité. C'est un éternel débat hein, sur la répartition, peut-être j'en dis un mot, sur la répartition des moyens entre les grandes institutions culturelles, les grands équipements culturels, les moyens financiers et la culture de proximité. On a besoin des deux. Les deux doivent se nourrir mutuellement. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Paris, on met 70 millions d'euros dans le financement de la culture dite de proximité, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellence aussi, hein, parce qu'il y a vraiment aussi de l'excellence. On met 60 millions d'euros dans Paris Musée, grosso modo, dans des lieux, et donc dans les institutions et les équipements culturels. C'est un bon, je trouve que c'est un bon équilibre, mais on a les moyens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut investir massivement. Moi, j'ai une anecdote qui me rappelle quand on me demande pourquoi, quand pendant la Seconde Guerre mondiale, Londres était sous les bombes, on avait proposé à Winston Churchill de fermer les théâtres en disant, tu comprends, c'est compliqué, ça coûte cher, et puis point de vue sécurité, c'est très dur de maintenir l'activité publique. Il avait répondu avec le talent qu'on lui connaît, mais alors à quoi ça sert de se battre? Et les théâtres sont restés ouverts pendant toute la Seconde Guerre mondiale à Londres. Et ben, c'est exactement la philosophie qui m'anime dans les lieux de priorité de la vie. Les lieux de culture sont évidemment en haut de pile dans une période qui peut-être n'y invite pas. Voilà. Et donc, on essaiera d'y veiller collectivement. En tout cas, moi, j'y veillerai. Alors, prochaine question. Comment envisagez-vous de soutenir les artistes parisiens et de promouvoir l'art dans notre ville? Question très très vaste. Mais
comment on soutient? D'abord, on va considérer que j'ai un peu évoqué le sujet de l'accès des Parisiens à l'art. Il y en a un deuxième, c'est d'accompagner le développement des pratiques artistiques. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de pratique artistique. Et alors, c'est peut-être pas difficile sur le plan de technique de se dire qu'on peut faire une peinture chez soi et avoir des pratiques. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on veut faire de la peinture monumentale, quand on veut faire de la sculpture. C'est pas simple enfin, c'est pas impossible pour la 99,999% des Parisiens de se dire je vais être sculpteur chez moi. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a des sujets depuis la vous êtes sculpteur vous-même? Ah, c'est vrai. Depuis la formation initiale, la formation continue et l'accompagnement des pratiques artistiques amateurs. On a des équipements qui sont quand même plutôt très intéressants. Évidemment, le soutien aux clubs de quartier, les pratiques artistiques dans les clubs d'animation locale, qui sont juridiquement de formes très diverses, mais c'est un tissu nourri. Il y a évidemment les ateliers des beaux-arts, dont on oublie qu'ils sont des ateliers de la ville de Paris, dans lequel, honnêtement, on se déploie des pratiques amateurs, mais se déploie aussi des pratiques extrêmement perfectionnées, parfois en amorce de carrière, de quasi-professionnalisation. On a un outil qui s'appelle les MP2A à la ville de Paris, qui s'appelle les maisons des pratiques artistiques amateurs. Ce sont des lieux ressources, il suffit d'aller sur Internet, de regarder MP2A. Ce sont des lieux dans lesquels on fait de l'incubation de projets artistiques, de l'accueil de cours collectifs, Nous avons 3 écoles d'art à la ville de Paris. Parmi tout le réseau des écoles d'art historiques qui existent à Paris, nous avons 3 écoles d'art, Duperré, l'EPSA et l'école Boulle, des écoles prestigieuses, ceux qui sont des joyaux de la ville de Paris sur lesquels on continue. Mais moi, ma réflexion, je suis pas artiste moi-même. J'ai essayé, ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, c'est pas une raison pour renoncer. Mais moi, je n'irai pas renoncer. Bref, je m'occupe des artistes, je ne suis nullement moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que l'un de nos sujets de préoccupation, nous, c'est pareil, c'est de permettre à des gens de découvrir, d'y être initiés et d'accompagner des trajectoires personnelles de développement individuel dans la technique et dans la création de façon très libre. Voilà. On a à Paris un tissu très riche, on peut le soutenir. Et moi, je suis très friand, mais c'est déjà fait, je suis très friand de l'art dans la rue. C'est un moyen de mise en visibilité, de découverte publique que j'aime beaucoup. J'ai, vous le savez, un attachement à Nuit Blanche, quand même un événement que j'adore. Avec des choses plus ou moins bien, mais c'est le principe même de l'art. Merci. Quel projet culturel avez-vous en tête pour renforcer le lien entre la politique et la scène artistique parisienne? C'est pas forcément un objectif parce que les politiques sont pas hyper connectés au milieu culturel. Il y a des politiques qui, pour des raisons affectives, personnelles, ont des engagements culturels très forts. Mais moi, en gros, mon sujet n'est pas là. Mon sujet, c'est plutôt en matière de politique publique, de répartition et d'arbitrage sur les moyens. Ce qui est certain, c'est que moi, je pense que l'un des enjeux des années à venir de la culture, c'est celui de la liberté de création. La liberté de création est très intimement liée à la question de la liberté d'expression et de la liberté tout court. Et je n'aime pas les vents mauvais de l'histoire qui se lèvent et qui viennent expliquer, donc, quels que soient d'ailleurs les motifs idéologiques ou les fondements idéologiques, mais l'ère de la censure est un ère de totalitarisme. Et donc, je pense qu'il va falloir se battre pour la liberté de création et pour la culture en général. Vous savez, il y a des périodes troubles de l'histoire qui se revendiquaient très pro-culturelles, hein. Mais simplement, ce n'est pas la culture protéiforme et libre à laquelle on aspire. C'est déjà le cas, oui, c'est déjà le cas pour un double effet. Parfois, l'attrition des financements publics, évidemment. Parfois, une forme d'autocensure qu'on voit émerger. Et moi, quand il y a des grandes polémiques culturelles, et Paris est une ville d'histoire de polémiques culturelles, et quand il y a des polémiques culturelles à Paris, je m'en réjouis, parce qu'il n'y a pas de grande ville culturelle sans son lot de polémiques et de controverses. Et donc, bien sûr, on s'écharpe. Paris, c'est une bataille d'Hernani permanente, pour faire une métaphore théâtrale.
Et quand il n'y a pas de polémique, c'est qu'on a raté un truc par définition. Et c'est l'histoire qui fait le tri entre ce qui est le bien, le mal et tout. C'est pas à nous de le faire. Et moi, je souhaite prendre un rôle plus personnel, plus politique pour le coup, dans la défense de la liberté de création et de la liberté d'expression, en espérant que jamais dans les salons, les rayons de ce type de salon, qu'il y ait des commissaires à la pensée qui viennent nous expliquer ce qui est le bien et ce qui est le mal. Voilà. Oh, c'est à moi. Quels sont vos projets pour soutenir les artistes et les institutions artistiques sur Paris? Je pense que vous avez déjà répondu pas mal, donc on va passer aux questions suivantes. Moi, c'est pareil, vous y avez répondu assez largement, mais vous pouvez peut-être ajouter des choses. Dans quelle place occupe l'art et les artistes dans votre projet de candidature à la mairie de Paris 2026? Écoutez, j'ai un engagement pour les politiques culturelles extrêmement fort. C'est évidemment par affection personnelle, et je le dis parce que personne n'est spécialiste. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les milieux artistiques et culturels, et j'allais dire pas du tout à titre personnel, parce que ma vie personnelle est une vie j'ai baigné dans la culture de mes parents, mais j'ai jamais connu intimement d'artistes. J'en ai découvert depuis, et donc beaucoup de ceux que j'ai découverts sont des gens que j'ai rencontrés via les rôles que j'ai exercés dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. J'ai d'abord découvert un truc, c'est que vous trouvez toujours un spécialiste, plus spécialiste que le spécialiste que vous aviez rencontré avant. Et on est face à des sujets d'une telle diversité, dans un tellement grand nombre de domaines. Moi, je connais mal la sculpture, par exemple. Je connais évidemment les grands sculpteurs de l'histoire, enfin, parce que je suis allé dans les musées parisiens, je connais rien à la sculpture. Et c'est un truc qui me passionne, y compris parce que c'est un domaine dans lequel je trouve que le toucher, alors c'est interdit de toucher les œuvres, c'est tout le paradoxe de la sculpture. C'est une œuvre du toucher, ouais, mais la plupart du temps, c'est pas bien, parce qu'on sait qu'y compris quand on est nombreux à la toucher, ou alors c'est le concept artistique de l'autoriser. Mais je trouve que c'est une œuvre du toucher, la sculpture, autant que de la vue. Et donc j'adore la sculpture, mais je connais évidemment pas très bien ce domaine-là. Et donc, moi, l'une de mes idées, c'est d'ouvrir des passerelles entre les différents domaines culturels. Par exemple, je vais vous dire, je le dis et je l'assume dans des milieux culturels parisiens parfois très exigeants, pour ne pas dire pointistes et facile à la critique de philistinisme de n'importe qui ne connaisserait pas l'encyclopédie universaliste. Moi, je revendique des domaines artistiques de création nouveaux, que sont la bande dessinée, que sont les récits graphiques dans la bande dessinée, que sont les jeux vidéo, que sont les arts numériques en général. Et donc, je défends aussi une forme de culture plus contemporaine, moins académique, peut-être moins reconnue, parce que je crois que c'est là que se niche la créativité de dans 10, 20, 30, 50 ans, etc. Et peut-être déjà, d'ailleurs. Et donc, moi, j'adore ces domaines-là, et donc je les porterai. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse soutenir la culture, que Paris reste à l'avant-garde mondiale en matière d'offres culturelles, et je souhaiterais que Paris reste le refuge de tous les artistes du monde qui sont persécutés, parce que quand même, dans le long catalogue des grandes richesses de la culture française, il y en a beaucoup qui sont venus parce que Paris était un territoire de protection contre les menaces du monde, et j'espère que ça restera le cas dans l'avenir. Bruno, la dernière question était pour toi. Alors, Emmanuel a aussi pas mal répondu déjà sur les inégalités d'accès à l'art, tu as pas mal répondu. Bah oui. Et puis sur l'éducation aussi, tu as pas mal répondu. Tu as peut-être envie de compléter sur l'éducation C'est peut-être un côté un peu conservateur que j'ai. Entrer dans l'art, c'est pas simple. C'est pas simple de lire quand vous êtes jeune. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus agréable pour l'endorphine de regarder TikTok et Instagram que d'aller lire un livre, hein, je suis désolé, ou d'aller dans un musée, etc. Et on sait qu'il y a des familles qui ont naturellement une appétence à l'accompagnement et à l'éducation des enfants. Comment on fait avec les autres? J'assume une part faut les forcer un peu. Je considère que c'est le rôle de l'école. L'école, c'est aussi où on dit aux enfants, ils font pas que ce qu'ils veulent, et qu'on va dire, là, on va aller au théâtre, on va aller au cinéma, on va aller au musée,
Et t'as pas le choix, c'est comme ça. On te demande d'apprendre l'histoire, tu apprends l'histoire, les mathématiques, bah, tu vas apprendre aussi, voilà, un peu dans le champ culturel, plein de choses. Et là-dessus, c'est un travail de Sisyphe et de Stakhanov à la fois. C'est pas facile, mais il faut le faire. Et c'est honnêtement, faut pas être pessimiste, hein. Paris, c'est un territoire d'ascenseur social extraordinairement puissant, l'un des plus puissants du monde. Il y a pour toutes les histoires terribles que vous raconte la télé, il y a des centaines de milliers de belles histoires d'ascenseur social à Paris et dans le Grand Paris d'ailleurs, dont on parle pas, de gamins qui ont créé des carrières artistiques, qui sont devenus avocats, il n'y a pas de mal à ça non plus. Enfin voilà. Et donc notre rôle à nous, c'est ça. Notre rôle, c'est d'être un démonstrateur d'arrachement au déterminisme social, d'être un lieu de vivre ensemble, j'assume ce mot que je trouve très joli, et il ne faut pas galvauder, il est très joli, et un lieu d'émancipation et de liberté. Et donc on va continuer ça. Et c'est encore plus un motif de fierté quand on le fait, quand on va chercher des gamins pas, dans des milieux pas faciles. Je vais vous donner un exemple, il est anecdotique, mais je le donne. Vous savez que Paris, comme département, parce que la ville de Paris est aussi un département au sens des compétences, a la responsable de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, quand vous êtes enfant placé, l'aide sociale à l'enfance, ce sont les orphelins et les enfants placés sous décision de justice parce qu'ils sont battus, voire plus grave. Beaucoup d'entre eux finissent SDF. C'est une fatalité que je ne peux pas vraiment accepter. C'est pas facile. Eh bien, nous allons aller chercher ces gamins, on va les accompagner beaucoup, ils le font déjà, mais on va continuer beaucoup plus à aller s'occuper de ces enfants-là, qui sont un peu les protégés de la République, mais qu'on ne protège manifestement pas encore assez. Donc, on va beaucoup s'occuper d'eux. Merci Emmanuel. On a fini au sens des questions d'interview de nos deux intervieweurs. Il n'y a pas de table ronde sans donner la parole au public, donc je ne sais pas si dans l'Assemblée, quelqu'un a envie de poser une question à Emmanuel Grégoire sur... président d'ailleurs, ou à Myriam, qui est aussi commissaire d'Expo. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question Madame Perrault, non? Madame Alonso, non plus? Pas de questions? Si l'art et la musique, le dessin, il n'est pas à l'école, comment on peut motiver les enfants pour... parce que vous avez cité Instagram, TikTok, mais de faire la préparation à l'école par les spécialistes à l'école, c'est pas strictement de les motiver dès quand ils sont petits. Alors, le dessin est un art majeur d'entrée dans beaucoup d'arts par ailleurs. Moi, je vais vous dire, le dessin à l'école, j'en ai beaucoup fait. Ça n'a servi à rien, mais j'ai adoré ça. J'en ai fait pendant 4 ans. C'était à l'époque dans le cursus obligatoire d'un collégien de faire du dessin à l'école. Et c'était super. Alors, d'ailleurs, ça me permet de corriger une espèce de raccourci un peu vulgaire que j'ai fait sur Instagram et TikTok. Instagram et TikTok, c'est aussi des clés d'entrée vers la culture intéressante sur des tutos. Moi, je vais vous donner un exemple. Ce qui m'y fait penser, c'est que mon fils dessine bien mieux que moi. Moi, j'ai un petit garçon, il a 13 ans, c'est pas un grand artiste, hein, pas du tout, mais il aime bien faire du dessin. Et il a découvert le dessin par des tutos Instagram, etc. Il a commencé en faisant des petits personnages kawaii, manga, etc. Et il est rentré en faisant des choses un peu plus complexes. Et donc, je n'ai pas d'avis personnel là-dessus, je ne suis pas crédible là-dessus, mais en gros, quel est le spectre des arts auquel on doit faire une initiation à l'école? Moi, j'ai fait de la sculpture à l'école. J'ai fait de la sculpture sur comment ça s'appelle, enfin, c'est de la pierre, vous savez, poreuse. Ouais, ça devait être ça, c'est assez facile à manipuler. C'était ce qu'on appelait l'EMT, l'éducation manuelle et technique. J'avais des cours, j'ai fait dessin, sculpture, des initiations, hein, mais j'en ai fait quand même pendant plusieurs semaines. Au collège? Au collège, ouais, j'ai fait ça au collège. Et il y avait en plus. Après, c'est vrai que la part électronique, informatique a pris pas beaucoup en EMT par rapport aux arts. C'est vrai, je ne suis pas un spécialiste, mais il faudrait interroger des professionnels de l'éducation.
vous plaît des artistes. C'est quoi le champ des disciplines auxquelles on doit initier les enfants dans un cursus scolaire en formation initiale, quoi. Moi, j'en ai fait beaucoup et j'ai un souvenir super de cette période-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des parents qui veulent initier les enfants, il y a des clubs d'initiation assez facilement accessibles à Paris en dessin, en sculpture, etc. Merci madame, merci Emmanuel. Une autre question pour Bruno, Myriam ou pour Emmanuel Grégoire? Pas de questions dans l'Assemblée? Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va te remercier chaleureusement, Emmanuel, de ta participation. Ah, pardon, une question. Bonjour à tous. J'avais juste une petite question. Donc, on sait que voilà, la France, c'est vraiment, enfin, Paris, c'est la capitale de l'art. Et je voulais savoir quand le salon de les artistes français accueillent aussi certains artistes internationaux. Est-ce que vous pensez que ça aide le salon à avoir une reconnaissance un peu plus mondiale? Voilà, c'est ma question. Merci. Oui, d'abord, vous avez raison, Paris a une tradition historique quasiment pluriséculaire d'être un haut lieu de l'art. Il se trouve que la compétition est rude parce que d'autres villes font des choses exceptionnelles en la matière. Je le redis, je ne voudrais pas qu'on résume l'indicateur de mesure de la puissance culturelle d'une ville au chiffre d'affaires généré par les salons d'art contemporain. Ça peut parfois être une lecture rapide, mais qui existe. Paris coche les cases dans à peu près tous les secteurs et Paris recommence à attirer des artistes internationaux de façon beaucoup plus importante. Et moi, je trouve que Paris a une chance incroyable. C'est notamment le réseau de création d'événements culturels et d'accueil de salons ou d'expositions. Évidemment, c'est une tradition de rétrospective. C'est intéressant, mais ce sont par définition assez rarement des artistes contemporains, à part évidemment l'exposition qu'il y a eu au Petit Palais récemment, mais assez généralement les grands mastodontes en termes de matière d'exposition sont des créations originales, mais sont des artistes très confirmés, voire même. Mais oui, c'est très important que Paris garde cette attractivité de visibilité. Et c'est le cas des salons ici, d'accueillir des artistes internationaux. Mais j'allais dire, Bruno pourrait compléter. Oui, on sait que les salons qui sont représentés ici sont des salons historiques. Et accueillir les étrangers, c'est une nécessité. Et pour pouvoir confronter des arts différents, pour que les artistes de France, de toutes les régions qui viennent de France, puissent voir ce qui se passe ailleurs. Et en plus, on s'est aperçu que énormément d'artistes étrangers sont attirés par l'aura de nos salons, qui montre la tradition et qui est pour eux d'une importance extrême. Et ça, on en est très fiers. Non, ce que je voulais rajouter, c'est vrai qu'il y a un prestige déjà de lieu, un prestige de salon historique, et il y a une histoire qui a été montée. Donc, je pense que c'est ce qui les attire également. Alors, on a de nombreux artistes qui viennent du bout du monde, hein, des Japonais, des Argentins, des Australiens, des Coréens. On a une belle délégation chinoise avec des artistes de renommée importante en Chine. Et on est très fiers de les accueillir. Et je pense qu'ils sont très fiers d'être ici. Très fiers. Aussi. Absolument. La carte est cochée. Une dernière question avant qu'on clôt ce débat, cette table ronde. Madame, question pour Emmanuel Grégoire, pour Bruno, pour Myriam. Bon, et bien donc on déclare merci beaucoup. La fin de cette table ronde. Merci à toutes d'avoir assisté et à tous.
Et puis merci Bruno, merci Myriam et bien sûr merci Emmanuel. Et bonne chance pour 2026.